Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Cette semaine, votre magazine se met au vert. Tous écolos, l'écologie partout et tout le temps. Ça, c'est pour les paroles, mais dans les faits, notre région a-t-elle vraiment effectué son tournant écologique ? On en débat avec une spécialiste de l'environnement, Camille Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'université à l'Institut national polytechnique de Toulouse et vous présidez le réseau Agriville. Avec nous également Jean-Olivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. France Nature Environnement, Oui. C'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Enfin, Bruno Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des services de Trifil, une société d'économie mixte spécialisée dans la gestion des déchets. Et vous êtes à la pointe dans carburant propre, l'hydrogène. Allez, c'est parti pour le débat. Première question, nous sommes en période électorale, départementale, régionale, bientôt présidentielle. Tous les candidats sont écolos. Est-ce que ça veut dire qu'il y a du greenwashing à tous les étages ? Je pense qu'il y a quand même des vrais, on voit qu'il y a quand même des vrais projets, à tous les étages. De toute façon, déjà, les citoyens, je pense, sont quand même très dynamiques et motivés en Occitanie pour à la fois, par exemple, développer des jardins collectifs, organiser, des micro-forêts. Enfin, on voit plein de projets et donc, de toute façon, les politiques, à la fois, vont les accompagner, vont en proposer. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment des bonnes évolutions depuis quelques années. Donc, il y a une prise de conscience des citoyens, des électeurs et quelque part, les politiques répondent à cette... Forcément, quand ça intéresse les citoyens, ça intéresse les politiques. Ça peut surprendre, mais c'est souvent le cas. Jean-Olivier, est-ce que finalement, on peut être écolo, avoir des projets efficaces écologiquement à l'échelle d'un département ou d'une région ? Alors, je vais vous répondre. Avant, je vais vous dire que nous sommes subventionnés, FNE Midi-Pyrénées, par les collectivités, en particulier régionales et départementales. C'est la déclaration d'intérêt du moment. Exactement, qui paye nos salaires et qui nous héberge. Donc, je vais répondre le plus objectivement et sincèrement à vos questions. C'est bien que vous soyez tous les transparent. spectateurs le sachent. Voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'intentions, il y a des actions qui vont plutôt dans le bon sens, et puis je pense quand même qu'on est à la croisée des chemins et qu'aujourd'hui tout doit être évalué et évalué sérieusement parce que le chemin à parcourir est immense et que pour l'instant on a des prémices de quelque chose qui pourrait aller dans le bon sens, mais dont, vous l'avez évoqué en introduction, on a aussi certains grands projets qui posent des vrais soucis qui sont venus dans notre temps et qui sont pas du tout... Autoroute Castres-Toulouse, enfin des autoroutes. Les autoroutes, les LGV qui posent des questions aussi. Et donc, effectivement, il ne suffit pas de repeindre des projets gris en vert pour qu'ils le deviennent. Allez. Même si la mode est à la peinture, on quitte le terrain politique pour le terreau écologique. L'Occitanie, c'est au moins, en point positif, unanimement reconnu, un excellent bilan carbone. Et pour cause, il y a de moins en moins d'industrie. On en peut souvent économie et écologie. Vous répondez quoi à ce genre d'opposition frontale, Bruno Roussel ? Je réponds et on est un exemple, je le vois à travers effectivement la gestion que nous avons des déchets aujourd'hui. On voit, et ça fait écho aussi à votre première question, ce souci qu'il y a, et c'est pas uniquement dans le discours, d'aller vers des systèmes décarbonés. C'est un quotidien, là. Moi, je parlerai, je suis dans votre position, je suis moi-même au sein d'une structure qui représente des collectivités locales, donc des élus, mais vraiment, de façon technique, on voit cet aspect système non carboné. Le deuxième élément, qui me laisse effectivement pointer et insister là-dessus, c'est qu'on voit un souci extrêmement fort d'utiliser avant tout des ressources locales. On est rentré... Et public, l'ensemble, complètement. Est-ce que ça veut dire que le secteur public, c'est à la fois un levier, c'est un accélérateur ? Est-ce que le secteur privé vient un appui ? Ou est-ce que, par définition, ces projets d'innovation écologique sont pas rentables et doivent être pris en charge par les collectivités ? Je crois qu'on est dans une logique où le démarrage, l'initiative, la rupture dont on a besoin aujourd'hui nécessite un engagement des pouvoirs publics. Et je crois que cet engagement, on pourra l'illustrer à travers un certain nombre d'exemples, est présent. Il existe. Et ensuite, effectivement, une fois que les machines sont lancées, c'est un peu l'image, l'œuf et la poule. Oui. Par où on commence. Vous avez fait référence à l'hydrogène. On est exactement dans ces schémas-là. Production, utilisation.
Tant qu'il n'y a pas d'utilisation, il ne peut pas y avoir de production. Tant qu'il n'y a pas de production, il ne peut pas y avoir d'utilisation. Comment on rompt ce cercle? Et quand on dit production, on dit emploi. Trifil et d'autres acteurs régionaux sont sur l'hydrogène, un secteur prometteur, et qu'on présente comme un secteur gros porteur en matière d'emploi, Patrick. Oui, à l'horizon 2050, Laurent, figurez-vous que l'hydrogène, ce sera 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 150 000 emplois. Alors, j'ai vu un sourcil se lever de ce côté-ci du plateau. Ce sont des vrais chiffres réalistes ou c'est juste un peu d'affichage et de code? Beaucoup d'affichage probablement sur l'hydrogène et beaucoup de questions d'une part techniques à résoudre avec une efficience énergétique qui n'a pas fait du tout ses preuves et de toute façon une problématique de production d'électricité pour produire de l'hydrogène qui aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est pas en mesure de satisfaire les besoins d'électricité sans se passant du nucléaire. Donc du coup, pour arriver à produire suffisamment d'excédents d'électricité qui permettraient eux-mêmes de générer de l'hydrogène, de la faire voler une flotte entière d'avions, clairement on n'y est pas. C'est sur le projet. Et puis, il n'y a pas je réagis un petit peu parce que vous vouliez intervenir. D'une part, ça fait carburer cet hydrogène. Ça fait carburer. Alors avec deux éléments. Le premier élément, c'est qu'aujourd'hui l'utilisation de l'hydrogène n'est pas une nouveauté. L'hydrogène, en particulier dans les secteurs industriels, existe depuis plus d'un siècle. Développement industriel depuis 2011 quand même avec les premiers bus. L'hydrogène en tant que vecteur énergétique est utilisé depuis plus d'un siècle dans l'industrie, en particulier les industries de raffinerie et autres. Simplement, le débat aujourd'hui, il est de dire cet hydrogène, il est produit à partir d'énergie carbonée. Donc, comment est-ce qu'on utilise des ressources? Et je crois que l'enjeu aujourd'hui dans nos territoires, et je rejoins la question de est-ce qu'on peut être toute électricité? Je crois, je le précisais, ça nécessite une diversification des sources. Et nous avons aujourd'hui des sources et des ressources territoriales qui nous permettent de développer des productions d'hydrogène. Il y a de l'électricité, il y a de l'hydroélectricité, il y a de la biomasse. Alors, Camille Dumas, je vous coupe, mais Camille Dumas, j'ai dit en introduction, finalement, la mode est au vert, mais aussi à la relance économique. Alors finalement, est-ce qu'on ne peut pas redouter que nos élus privilégient désormais aussi plus l'emploi que l'écologie? Je pense que les deux, voilà, avec un peu toujours d'imagination et de collectif, les deux sont complètement conciliables. Hein. On le voit. Alors après, voilà, rien n'est jamais magique, donc il faut toujours nuancer hein, et donc tenir compte des différents critères. Mais par exemple, voilà, si on est dans les chiffres, voilà, moi c'est pas trop ma spécialité, mais j'avais un peu potassé avant les gros projets des quartiers fertiles, par exemple de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Voilà, j'ai retenu un chiffre de 50 milliards quand même en fait qui ont été injectés pour finalement rénover des quartiers avec des dynamiques, etc. Donc finalement, là on voit que des euros qui sont injectés vont, en plus d'emplois, vont vraiment peut-être complètement stimuler aussi beaucoup de dynamique dans ces quartiers. Oui, donc c'est pas que de l'affichage. Alors après, moi, il y a vraiment des moi, j'ai moyens, le côté enseignant-chercheur et voilà le côté service public, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté qui rejoint aussi ce qu'on dit les services écosystémiques des sols, etc. Finalement, bien valoriser, etc. les quartiers, ça permet aussi de vraiment bénéficier de toutes ces dynamiques. Voilà. On va rester sur les sols, plutôt sur le plancher des vaches, et on va voir que sur notre territoire régional, eh bien, écologie rime avec innovation. En reportage signé June Raclé et Olivier Denoun. Sous nos yeux, 1 mois et demi de déchets ménagers des habitants du Tarn et de l'Aveyron, compactés dans ce centre d'enfouissement près d'Albi. Une vision peu réjouissante qui n'évoque rien de très écolo, et pourtant... Ces déchets ménagers, ils vont produire du biogaz, et ce biogaz, on le transforme en hydrogène. Ici, on a recouvert les déchets de terre et l'herbe y a repoussé. Le gaz qui s'en échappe passe par ces tuyaux avant d'être transformé en hydrogène dans cette mini-station-service qui permet de faire rouler un fourgon à l'hydrogène. Ici, on est sur une démonstration, un pilote. L'idée, c'est de passer à une échelle supérieure. Et du coup, sur notre département, et avec le concours notamment de la région Occitanie, on souhaite développer une quinzaine d'autocars qui devraient rouler à partir du 1er janvier 2024. Les véhicules à hydrogène, nouvelle vitrine verte de la région, qui vient de commander 3 rames de train à hydrogène pour une mise en service dans 4 ans. L'Occitanie a pour ambition de devenir la première région à énergie positive d'Europe, c'est-à-dire qui en produit plus qu'elle n'en consomme, et elle serait plutôt en bonne voie. On a une progression de toutes les énergies renouvelables en termes de capacité de production.
un peu moins sur l'hydraulique parce qu'historiquement la région était bien dotée, mais on a une forte augmentation au niveau solaire. On est la deuxième région en France en termes de capacité de production solaire, mais on est très en retard sur la question de l'éolien. Les capacités de production d'énergie renouvelable représentent 76% du mix de production en région Occitanie, donc on a encore une grande marge de progression. La région est ambitieuse, ses habitants aussi. Certains bouleversent leur quotidien pour une vie plus écolo. Ici, c'est notre pièce de vie principale avec une partie salon, la partie cuisine avec les bocaux pour le vrac. Nadège vit depuis plus d'1 an avec son fils dans une petite maison mobile appelée Tiny House. Un choix qui lui a permis de réduire significativement son bilan carbone. J'ai qu'un seul radiateur électrique pour toute la maison. Et c'est vrai que dès qu'il fait beau ici, il y a le soleil qui tape sur les vitres, ça suffit pour chauffer la maison. Et après, niveau consommation d'eau, principalement, c'est les toilettes sèches qui permettent d'économiser une dizaine de litres à chaque fois qu'on tire la chasse, je pense. Donc effectivement, ça fait un petit changement. Un mode de vie plus vertueux et pourtant pas toujours évident à faire accepter. Pour y accéder, c'est un peu le parcours du combattant. Il y a le problème des banques qui se posent pour pouvoir faire un crédit, si on a besoin de faire un crédit pour acheter la maison, parce que c'est pas facile d'acheter une maison qui est pas vraiment considérée par les banques comme du bâti. L'assurance, pas toujours simple à trouver non plus, notamment parce que j'avais un poêle à bois, donc c'était pas évident de trouver un assureur. Et le point encore plus difficile, c'est s'installer légalement sur un terrain. Il y a pas mal de réticences de la part des voisins, des municipalités. Malgré les freins, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir tenter l'expérience. Le constructeur de cette tiny house a plus de 2 ans de commande devant lui. On vient de voir que l'Occitanie est une terre d'énergie renouvelable. Et Patrick, notre région est plutôt bien classée sur ce terrain. Oui, puisque si on parle de l'hydroélectricité, comme évoqué à l'instant, on est la deuxième région de France en la matière. On est également deuxième région française pour le photovoltaïque et troisième médaille de bronze pour l'éolien. Mais il faut relativiser. Oui, tout à fait, parce que finalement, les énergies renouvelables représentent à peine 22% de notre consommation d'énergie. 22% de consommation, et sur notre territoire, il y a Golfech, centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par le nucléaire et que c'est quelque part l'énergie renouvelable encore quelque chose d'accessoire. Au vu de notre consommation actuelle d'énergie, malheureusement, on dépend fortement du nucléaire et bien trop, il faut absolument sortir du nucléaire. Pourtant, c'est une énergie propre, nucléaire. Pas de dégagement de carbone, les déchets d'accord, mais pas de carbone. Ça fait partie clairement du greenwashing actuel d'essayer de nous expliquer que le nucléaire étant décarboné, ou supposément décarboné, il serait écologique. Or, il produit un nombre de pollutions très importantes déjà au niveau des mines d'uranium et puis dans toute son exploitation, et puis les déchets dont on ne parle pas, y compris avec des problématiques aujourd'hui du côté de Narbonne sur ces aspects-là. Que fait-on des déchets, de tous les résidus de l'activité nucléaire? Et donc du coup... Et comment démantèle-t-on également? Et comment démantèlera-t-on les centrales? Que fera-t-on des matériaux? Et donc là, il y a un vrai souci, plus le problème, le risque. Puisque pendant des décennies, on nous expliquait qu'il n'y avait pas de risque. On a bien vu avec le Japon et Fukushima qu'il y en avait. Et on a aussi vu, il y a maintenant un peu plus d'1 an à Golfech, il y a eu des incidents de niveau 3, donc c'est-à-dire quand même un risque de perte de contrôle ou une perte de contrôle de la centrale qui est vieillissante. Et donc on ne peut pas continuer à faire comme si ce problème n'existait pas. Et donc quand on discute justement d'éventuels surplus des énergies renouvelables pour de l'hydrogène, en fait, on oublie complètement et on obère complètement cette question-là. Sachant que l'énergie aujourd'hui, et c'est là qu'il devrait y avoir des vrais investissements, c'est sur de la rationalité énergétique, de la sobriété énergétique, où on a des marges de manœuvre très importantes. Donc sobriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on éclaire l'ensemble de nos villes toutes les nuits, avec des puissances électriques immenses, et tout le monde connaît les dômes de lumière qu'on peut voir au-dessus des villes, qui y compris nous gâchent les paysages, gâchent notre sommeil et notre santé, consomment de l'énergie, et néfaste pour la biodiversité. On a énormément d'espèces qui sont gênées, qui doivent fuir les villes. Moins de lumière, il faut couper les feux dès que la nuit tombe. Ça, Camille Dumas, ça peut évoluer dans les villes ou pas, d'après vous? Après, il y a beaucoup de choses finalement qu'on peut faire en différencier aussi, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des zones, ça vaut le coup de les éclairer un peu moins, mais de les éclairer quand même à certains. Voilà. Ou en nuit. L'idée, par exemple, c'est de couper en nuit profonde. Tout à fait, voilà, que ça soit pour l'écologie, que ça soit, de toute façon, voilà, si on n'est pas dans de la sobriété, de toute façon, on le paye tous aussi. Et est-ce qu'il y a de l'acceptabilité sociale? Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts à admettre qu'il y ait moins de lumière? Je veux pas dire, on n'est pas au café du commerce, je veux pas rajouter la question de l'insécurité. C'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'insécurité. Voilà, c'est imparable. On l'aura placé. C'est pour ça que les aspects c'est comme en agriculture là, le côté de faire de la gestion différenciée des espaces, voilà, pour
plein d'autres sujets, comme l'énergie, la lumière. Je pense que c'est pareil, on peut le faire en différencier. Et puis c'est toujours associé, c'est pas mal. C'est pour ça que c'est peut-être pas mal l'échelle des quartiers. En fait, d'avoir vraiment des discussions, de peser le pour, le contre. Soit concerté. Voilà. Et sur ces aspects-là, peut-être typiquement, alors il existe des systèmes d'éclairage maintenant à détecteurs, et typiquement il commence à y avoir des rues, par exemple à Toulouse, donc ça c'est un effort à saluer, où il y a un éclairage plutôt basse intensité et qui augmente avec l'arrivée de piétons ou même d'automobilistes sur la voirie. Donc il existe aussi des systèmes. Il y a des endroits où on peut complètement éteindre en nuit profonde, ça pose pas de problème. Et sur la question de l'insécurité, la mairie de Grasse... Alors ça dépend d'où après. Moi en bas de chez moi, c'est plutôt supermarché toute la nuit. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est qu'il y a des communes qui ont fait l'expérience d'éteindre. Elles se sont rendues compte que les endroits où il y avait du squat, parce que de la lumière, parce que finalement le fait qu'il n'y ait plus de lumière, ça fait qu'il y avait plus d'occasion de rester et de générer du bruit, de la pollution. Donc la question vraiment de l'éclairage, même par rapport à la sécurité, est à repenser. Et donc de toute façon, l'écologie, c'est ça à un moment, c'est c'est quelle logique pour notre maison commune. Et donc c'est comment ensemble on repense nos manières de faire, nos manières de consommer, nos manières de pratiquer. Bruno Roussel, sur l'aspect production d'énergie, est-ce que on peut dire qu'il y a aujourd'hui un encouragement véritable des collectivités à produire de l'énergie propre? On a vu les chiffres là tout à l'heure. Je rejoins les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réflexion d'un système global pour voir comment nous pouvons évoluer. Alors, il y a un concept qui est peut-être encore utilisé, alors, tous les concepts sont difficiles à utiliser, mais sur l'écologie industrielle territoriale, je crois qu'on tient là. Ça accroche un peu les oreilles. Écologie industrielle. Et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant de le développer un petit peu. C'est-à-dire comment est-ce que des acteurs d'un même territoire peuvent davantage s'appuyer les uns sur les autres pour valoriser des ressources locales. Et je vous rejoins, madame, dans cette approche qu'on ne peut pas avoir un système global qui s'appliquera sur tout un pays, voire au niveau européen. Nous avons besoin de profiter d'initiatives locales. Et par rapport à ce que nous faisons, nous prenons à la fois dans nos innovations et dans nos actions du quotidien, nous avons la chance d'être extrêmement suivis, aidés par les collectivités, que ce soit la région Occitanie. On a la chance aussi dans le département du Tarn d'avoir un conseil départemental très impliqué, d'ailleurs fait preuve d'initiative depuis quelques mois, ou les renforce en tout cas, autour de ces questions de valorisation d'énergie. Autonomie. J'ouvre une parenthèse, vous regardez les programmes là des candidats actuellement pour voir qu'est-ce qu'ils disent ou pas? Oui. Oui, il vaut mieux. Oui. Camille Dumas, vous jetez. Alors moi je voulais plutôt rajouter que même par rapport à il y a l'écologie industrielle, mais il y a aussi le côté ingénierie écologique. Et donc par exemple, il y a des protéines issues des vers luisants qu'on peut aussi peut-être voir comment avoir des peintures bio sur des plantes et qui du coup donneraient de la lumière aussi. Donc il y a des pistes. Puisque vous parlez de vers luisants, on passe à nos assiettes. Vers luisants menacés. C'est consommable, mais effectivement l'écologie c'est pas uniquement l'énergie, c'est aussi l'agroalimentaire. Global, hein. Et là aussi, Patrick, pour notre région, les clignotants sont au vert. Oui, tout à fait, puisque l'Occitanie est la première région de France en termes de superficie travaillée en bio. On a gagné notamment, on a 500 000 hectares et 10 000 exploitants. Ces surfaces bio ont été multipliées par 3 en 10 ans dans notre région. Bruno Roussel, vous avez une vie professionnelle à la vente oui, vous connaissez les questions agricoles. Est-ce que les mentalités ont évolué? Est-ce que le bio est devenu une forme d'évidence pour nos agriculteurs dans notre région? Alors, qu'il y ait des évolutions, et elles ont été très nettes et rapides. On pourrait penser qu'effectivement, ce sont des changements, je parlais tout à l'heure de rupture, elles ont ceci de se caractériser par une vitesse d'évolution. Parler du bio, donner les chiffres effectivement, et ô combien la région Occitanie s'est engagée sur cette politique bio. Il y a, au-delà du bio aussi, je crois, un développement sur des pratiques agroécologiques qui partent de l'enseignement jusqu'aux pratiques au sein même des exploitations, qui ont considérablement évolué. Oui, parce que dans les lycées agricoles aussi, les mentalités ont changé. Il y a la rupture, elle est venue du fait que je crois qu'il y a une rupture avec, en fait, le productivisme. On l'a senti, j'étais à la tête d'un établissement d'enseignement agricole il y a quelques années. On a senti dans fin des années 90, début des années 2000, cette rupture pour dire on arrête ce qui a prévalu, sorti de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire aussi, il faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance des fois à un petit peu faire de l'agribashing simple. Non, c'est une histoire qui évolue aujourd'hui. On se tourne davantage vers le bio, vous avez donné les chiffres. On a aussi la chance d'avoir une région qui s'est énormément engagée sur des produits de qualité.
les signes officiels de qualité, qui, sans être une qualification bio, parce qu'elles ne répondent pas au cahier des charges, répondent quand même à des critères aujourd'hui de qualité, de production. Un bonne côte de bœuf au brac, ça vaut quand même le dépassement. On va prendre la cote en passant. Par rapport à la qualité alimentaire, c'est vrai que c'est une marque de fabrique en label, le bio. Est-ce que c'est vraiment une garantie pour le consommateur? Est-ce que quelque part, le trop de bio ne tue pas le bio? C'est banalisé. Quelle garantie pour le consommateur que le bio, ça correspond vraiment à quelque chose de qualité? Alors on en discutait encore hier, en fait, dans le comité national à Ecophyto 2+, en fait, et donc c'est un label qui a été finalement mis en place il y a une quarantaine d'années, et sur une quarantaine d'années, évidemment que les choses ont évolué. Donc je vous rejoins, c'est-à-dire le contexte maintenant est plus renforcé, c'est-à-dire on a tous plus conscience de l'impact de nos pratiques sur l'environnement et vice-versa, enfin de l'impact de l'environnement sur notre santé. L'alimentation, de toute façon, ça fait longtemps, je veux dire déjà, les Grecs, depuis très longtemps, il y a toujours eu un lien alimentation-santé. Et c'est vrai qu'on est dans une belle région aussi, où il y a, c'est une grande région agricole. Et je pense que c'est vraiment un point fort, de toute façon, de la région Occitanie. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas un point faible? C'est le consommateur. On sort d'une période de confinement extrêmement longue. On a vu que, malheureusement, baisse de pouvoir d'achat, parfois chômage partiel, les gens sont tournés vers des enseignes commerciales qu'on ne va pas citer, mais une sorte de nourriture fast-food. Est-ce que vraiment le bio s'est démocratisé et touche toutes les couches sociales? Ou c'est encore un truc pour bobo des centres-villes? Je vais encore un tout petit peu intervenir, puis après je laisserai la parole à notre collègue. Mais moi, j'ai vraiment vu très rapidement en fait des évolutions. Et là, par exemple, on a un gros projet qui s'appelle Projet Prodistribio avec le lycée qui est porté par le lycée agricole de Honde, avec donc l'ENSAT, donc le supérieur, avec des associations. Donc il y a Terre de Liens, il y a les jardins de Cocagne. Donc ça rassemble pas mal. Et donc là, c'est vraiment de la production locale de demi-gros, donc sur des dizaines d'hectares en fait, pour avoir des prix justement raisonnables. Et je pense qu'il y a vraiment un côté très volontaire, pragmatique et d'innovation sur ces questions, alimentation, santé. Et le réseau de distribution, ça suit le consommateur Clairement, je pense que la région Occitanie a un des plus forts potentiels pour le développement du bio qui, à notre sens, doit être le minimum légal. Parce que les autres labels, justement, trop d'autres labels tuent le label bio qui doit être le minimum légal et qui est indispensable, notamment du point de vue des intrants chimiques qui sont, pour la plupart, les pesticides, des perturbateurs endocriniens et donc un très très gros problème de santé. Parce que la région Occitanie est la deuxième pour le bio, elle est aussi probablement une des premières en France pour les perturbateurs endocriniens, notamment dans les zones d'arboriculture et de viticulture. Donc clairement, il faut faire là aussi le passage, le virage. On est à la croisée des chemins, il faut y aller. Qu'est-ce que c'est qui bloque? Qu'est-ce que c'est qui bloque? À mon sens, puisque y compris j'ai eu l'occasion de débattre ici avec des agriculteurs et des agricultrices, la question était, si on nous le dit, si on sent qu'on peut y aller, si on sent que le marché est là, pourquoi pas? Et clairement, aujourd'hui en Occitanie, les consommateurs, consommatrices sont demandeurs, demandeuses. Les collectivités sont prêtes à faire de la restauration bio dans les restaurations collectives. Les circuits sont là. Et par rapport à votre question sur le confinement, la situation sanitaire, moi je dirais que lors de la première phase de confinement il y a un an, au contraire, on a eu un réflexe assez fort de s'approvisionner local, aller vers les épiceries, vers du produit de meilleure qualité, consommer mieux, recuisiner. Donc au contraire, on a eu cette force. Les couvre-feux à 18h, l'interdiction tout simplement de sortir ont probablement poussé, mais initialement, ont probablement poussé à se servir plus sur de la livraison à domicile, et là on retombe dans du fast-food et autres, mais clairement, la demande est forte dans un territoire comme l'Occitanie qui est à peu près tous les atouts pour proposer à peu près tous les produits de qualité, et clairement, à mon avis, et les agriculteurs donc ne demandent qu'à bien faire, mais aujourd'hui, ça c'est un des tournants majeurs qu'il faut absolument faire. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais consommer un bon produit bio, ça se consomme à la ville ou à la campagne, sauf que nos villes sont pas vraiment bio. Est-ce qu'elles sont plus vertes? Oui, on parle d'agriculture urbaine notamment. Alors ça se développe bien. Alors en fait, c'est là aussi, c'est marrant, c'est des concepts qu'on remet à la mode, mais qui finalement existaient, puis existaient aussi dans beaucoup de pays. Mais bon, vraiment l'intérêt, je pense, de ces agricultures urbaines, c'est de valoriser finalement la production, de faire du lien, de mettre vraiment au devant aussi ce côté d'alimentation durable, tous les bienfaits de la nature, de l'écologie. Et donc il y a vraiment une grosse portée pédagogique déjà de l'agriculture urbaine. Mais quand vous promenez dans les rues de Toulouse, vous traversez Tolosan pour quelques kilomètres de la ville rose, est-ce que vous avez l'impression que les municipalités, les promoteurs ont intégré un peu plus le verdissement de nos villes? Ça se fait petit à petit avec des vrais projets où il y a vraiment des espaces verts, et puis après des fois c'est plus, on est dans les critères, par exemple l'écoquartier de la Cartoucherie en fait a des points forts sur l'énergie,
un peu moins sur les espaces verts à l'intérieur. On avait ils ont remarqué. un parc pas loin. Mais voilà, après c'est ça, c'est toujours les côtés des critères. Voilà, il faut peut-être imposer des critères un peu plus. Et puis il y a la question des transports, clairement dans les villes aujourd'hui, c'est là qu'il y a une très très grande marge de manœuvre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, donc de réchauffement climatique, en termes de pollution. C'est que la qualité de l'air aujourd'hui dans les villes elle est désastreuse, et il faut aujourd'hui vraiment aller vers des systèmes de transport où là c'est balbutiant aussi, où la voiture reste dominante. D'ailleurs, on en parlait pour l'autoroute Toulouse-Castres, mais donc il faut absolument changer le logiciel, et les transports, les trains du quotidien, les cars Lio, l'étoile ferroviaire par exemple à Toulouse, c'est des sujets clés qui est porté par une association pour recréer un RER Toulousain. Exactement, pour qu'on puisse vraiment abandonner la voiture individuelle et passer vers des systèmes de transport beaucoup plus intelligents, beaucoup plus collectifs, qui du coup font que les espaces du coup sont libérés aussi pour refaire d'autres choses, pour replanter, pour renaturer les villes. Donc là, il y a vraiment, comme sur les autres sujets, en réalité, on est vraiment à une croisée des chemins sur ces aspects-là. Et ben voilà, c'est fini, ça sera le mot de la fin. On va prendre la route, mais du week-end. La semaine prochaine, pas de plateau, de la terre battue, retransmission de Roland-Garros. Patrick, vous êtes plus course à pied que balle jaune. Oui, ou alors boule et jaune à la rigueur, mais avec modération. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, bon week-end, profitez bien, mais pas uniquement des terrasses. Au revoir.